En qualif, j'ai roulé à la plus haute vitesse sur un circuit routier jamais atteint à Francorchamps, à Spa, 13 km, 263 de moyenne. Mais c'était normal. Je suis sorti de la route avec un accélérateur bloqué au Grand Prix du Canada 68. Dans un livre 20 ans après, ce mécano dit « J'ai fait semblant de vérifier et j'ai dit que c'était OK et ça ne l'était pas. » L'histoire est jolie. Partir en marchant dans une épreuve comme Le Mans et gagner l'épreuve, c'est une jolie histoire. C'est presque de la fiction. Il a été décidé que ce serait Harry qui gagnerait le rallye. Je pense que ça n'arrivera plus jamais, en tous les cas de cette manière-là. Mais pour lui permettre de gagner, j'ai dû m'arrêter sur la ligne. Et je l'ai attendu, ce qui me faisait un certain plaisir. C'est une enquête policière que tu as fait avant ou... Cette vidéo est sponsorisée par Brevo, la solution CRM tout en un la plus innovante du marché. Avec Brevo, créer, envoyer et analyser des campagnes email, SMS, WhatsApp devient un jeu d'enfant. Tu pourras facilement segmenter tes audiences et faire du ciblage comportemental grâce à l'intelligence artificielle. Cette plateforme te permet également de gérer les conversations avec tes clients, tes opportunités de vente et de recevoir des paiements. En bref, Brevo, c'est une plateforme facile à utiliser, couvrant tous les besoins de campagne marketing de ton entreprise et des prix parmi les plus abordables du marché. En utilisant le code DBG50, tu as moins 50% pour 3 mois. Allons-y. Bienvenue dans La Boîte à Gants. On est l'émission qui reçoit des personnalités du monde de l'auto et de la moto. D'ailleurs, dis-nous en commentaire quel invité tu aimerais que l'on reçoive par la suite. Et pense à t'abonner, ça nous aide énormément pour la suite. Bonjour Jackie. Bonjour Yann. Je suis ravi de te recevoir dans La Boîte à Gants depuis le temps, j'ai envie de dire. Ah oui, il faut reconnaître que tu as été plutôt patient dans ce domaine. Jackie, tu sais, il y a des gens qui ont l'image, mais c'est aussi un format qui est audio. Donc, est-ce que tu peux te présenter en 2 mots, sachant qu'on va revenir sur toute ta vie, évidemment? Non, ça m'est impossible. Ça est impossible de Non, présenter ça, en je 2 ne mots. peux pas faire. 3 mots peut-être? Je cherche, je regarde, je vois qu'il y a un J et un X. C'est bon. C'est peut-être une source d'inspiration. On va revenir sur toute ta vie, comme je disais, mais j'ai une question un peu traditionnelle et souvent ça en dit long. C'est que l'enfance, tu sais, l'enfance, elle est quand même formatrice de beaucoup, beaucoup de choses. Toi, est-ce que tu as grandi dans l'automobile? Ton père était passionné? C'est une bonne question, monsieur le commissaire. Effectivement, l'enfance, elle est déterminante dans beaucoup de situations. Oui, j'ai une enfance heureuse. Oui, j'ai certes des parents dans l'automobile. Mon père était journaliste automobile, grand sportif motocross, créateur du motocross en Belgique et ainsi de suite. Mais très sincèrement, ma nature ne me poussait pas du tout vers l'automobile. Oui, j'ai une enfance heureuse à Bruxelles. Et néanmoins, j'ai reçu ma première voiture de course, qui était une voiture à pédales, qui était une Austin monoplace. Je devais bien avoir 5-6 ans. J'ai aussi eu mes premiers accidents avec cette voiture. J'en garde des souvenirs magnifiques. Oui, j'ai une jeunesse heureuse. On fêtait la Saint-Nicolas. L'enfance, on n'a guère de soucis. C'est une époque où, même à Bruxelles encore, il y avait des hannetons, il y avait des coccinelles, il y avait autour de nous peu de voitures. Mais oui, j'ai vécu une belle enfance. Les études, ça a été plus compliqué, je dois dire. Tu as un grand frère aussi, qui, Oui. je crois, a été le plus jeune pilote d'avion. Est-ce que tu as fait une petite tentative aussi
avec l'aviation? Parce que je crois que ça s'est pas super bien passé, que tu as failli avoir un accident de planeur, si je dis pas de bêtises. Ah, dis donc. Non, alors, ça, c'est plusieurs étapes différentes. Oui, mon frère est plus âgé que moi. Il a 8 ans de plus que moi. Il vient d'être mis à l'honneur aux 24 heures de Francorchamps il y a 15 jours. Il les a gagnés en 1965 et on fêtait aussi ce jour-là les 100 ans des 24 heures de Francorchamps, qui ont été réinitiés par un très grand journaliste qui s'appelait Paul Frère, grand pilote et grand journaliste à la fois, qui a eu cette idée de redémarrer cette épreuve mythique en 64. Et Jackie lui a succédé en 65, c'est-à-dire que à cette époque-là, nous avons roulé sur des BM. Mais enfin, en attendant d'arriver là, il a fallu quand même faire un parcours un petit peu différent. Oui, j'ai une enfance heureuse. Je répète ce mot-là parce que c'est la vérité. Et voilà, les seules difficultés ont été le parcours scolaire. Tu parlais de la nature. Je sais que tu es un amoureux de la nature, des animaux. Je crois que très vite, petit, à peut-être 7-8 ans, tu allais pêcher la truite. Tu passais le plus de temps possible. C'est une enquête policière que tu as fait avant Non, il y a zéro enquête, Non. juste un peu de travail, c'est tout. La vérité, oui, j'ai été proche de la nature. Dans ce bonheur de découvrir d'autres pays et des vacances d'enfance de 10, 12, 13, 14 ans, oui. J'ai beaucoup traîné dans les rivières. J'aimais beaucoup les tritons, les diptyques, les phasmes. Tu sais ce que c'est un phasme? Phasme, oui, c'est très, très, très fin. C'est comme une espèce... C'est un corps presque de... Pas mal, parce qu'il y a sauterelle. Il y a peu de gens... Non, c'est plutôt une brindille. Oui, mais je veux dire, une sauterelle allongée, tu sais, qui aurait été tirée. C'est vraiment une brindille, un phasme. Qui se cache dans la nature, c'est ça? C'est une petite brindille qui s'adapte à son environnement. Elle change de couleur avec l'environnement dans lequel elle se trouve. Oui, j'ai aimé les salamandres, les truites, les cingles, qui est un poisson pêcheur. Oui, j'ai joué beaucoup avec les serpents, les couleuvres vipérines, les lézards verts, les couleuvres vertes. T'as jamais donné envie d'en amener, par exemple, à l'école pour la petite blague par rapport à tes camarades? Ça commence à m'inquiéter. Ça commence à m'inquiéter beaucoup, cette histoire. Oui, il m'est arrivé d'en ramener une par accident à l'école. Un jour. Et elle a eu la bonne idée de descendre de mon cartable dans les escaliers de cette école. Inutile de dire que une couleuvre vipérine, ça ressemble méchamment à une vipère. Et donc, ça a créé un certain émoi. Et l'explication a été compliquée, alors que ça a été vraiment fait par inadvertance. Cette couleuvre est rentrée dans mon cartable qui était sur une table, et elle aussi. Et je suis parti vers l'école avec cette couleuvre qui, malheureusement, ayant créé beaucoup d'émoi aussi, en a payé le prix, à savoir que on ne lui a pas fait grâce du côté accidentel de sa présence. Tu me dis si je me trompe, mais j'ai l'impression, quand tu expliques ton enfance, que tu as l'enfance d'un rêveur proche de la nature qui était peut-être pas forcément le plus adapté au système scolaire, en tout cas qui s'y épanouissait pas. Est-ce que c'est le cas? Et ça, c'est surtout l'inquiétude des parents, à savoir le devenir de leurs enfants. C'est de voir comment ils vont se débrouiller dans le futur sans eux. Ça, c'est l'inquiétude paternelle. Mais quand je dis que je parle de l'enfance, il n'y a pas énormément de soucis, hormis la présentation du bulletin.
J'étais pas malheureux à l'école, mais j'aimais beaucoup, j'aimais être près de la fenêtre, parce que là, on peut regarder ce qui se passe, les oiseaux et ainsi de suite. De préférence aussi avec un radiateur, parce que quand même, il faut être prévoyant. Euh, En hiver, il vaut mieux être près du radiateur. C'est aussi plus sage, quelque part, d'être au fond de la classe, parce que, disons, on est moins dérangé, hein, on n'est pas au premier rang, on est moins en vue. Mais c'est vrai que ça n'a pas été une réussite. Et clairement, ça a beaucoup inquiété mes parents. Mais pas seulement mes parents, parce qu'aujourd'hui, si je pense à l'automobile et qu'on me demande éventuellement quels sont vos conseils dans ce domaine, je rappelle toujours que la principale difficulté, c'était convaincre ses parents. Si on mentionne éventuellement l'envie de faire de l'automobile, c'est d'avoir l'autorisation paternelle, parce que la réponse est toujours la même dans 99% des cas. Tu feras d'abord tes études et après... Mais ce n'était pas mon cas. J'avais aucune envie de faire J'avais aucune envie de faire de l'automobile. Aucune. Quand je dis aucune, aucune. Ma vie future, j'adore rappeler ça, c'était d'être ou jardinier ou garde-chasse, gamekeeper, c'est-à-dire vivre dans la nature. Ça, c'était mes envies à 14-15 ans. Comment se fait la transition entre cet amoureux de la nature qui rêve à la moto? Parce qu'avant l'auto, il faut penser à la moto. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Le fait est que, après avoir été grondé, puni, mis en pension, sans résultat flagrant d'une amélioration, mes parents ont changé de tactique. Ils m'ont, plus j'étais mauvais, plus ils m'ont offert des beaux cadeaux avec l'espoir de voir une amélioration ou de me séduire et de m'y mettre. Mais comme déjà j'étais un escroc à l'époque, je prenais les cadeaux avec plaisir, et un de ces cadeaux, sans avoir l'intention de faire beaucoup mieux, un de ces cadeaux a été une moto, et une moto trial, pour dire la vérité, un 50. Et au lieu d'être habitué, j'ai fait des petites courses. Au lieu d'être systématiquement dans le peloton d'arrière-garde comme je l'avais avec mes résultats scolaires et mes oublis réguliers de mon bulletin dans mon banc, comme ça j'avais 2 mois de paix en été puisque je ne pouvais pas récupérer celui-là. J'ai fait des petites courses et au lieu d'être dernier, j'ai eu le plaisir assez vite d'être au milieu du peloton. Et puis après ça, d'être sur le podium. Et c'était quelque chose que je ne connaissais absolument pas. Et je dois reconnaître que ça m'a motivé. Donc tu découvres que tu es plus, mes parents, toujours dernier finalement. Oui, je suis, en tous les cas, c'est peut-être un peu prétentieux de dire que je voulais toujours être dernier ou que j'étais dernier. Il m'est quand même arrivé d'avoir des sursauts dans certaines branches. Quand j'ai eu 14-15 ans, j'ai été très amoureux déjà d'un jeune professeur d'âme qui faisait le cours de biologie, de physique, de chimie. Et c'est vrai que j'ai suscité l'incompréhension de mon entourage, à savoir que comment pouvait-on être aussi mauvais en maths, en latin, grec et autres, et tout à coup réussir des choses un petit peu compliquées. Comme quoi, tout est une question de motivation. Donc tu commences la moto trial, ça se passe plutôt bien, en tout cas ça t'amuse le fait d'évoluer aussi en termes de place. Est-ce que c'est à ce moment-là que l'esprit de compétition naît? Il y a surtout, en numéro 1, le départ de l'école.
Donc, ça s'appelle peut-être encore les secondaires. Je réussis très laborieusement mes secondaires, mais aussi je mets un terme... enfin non, pardon. Mes parents acceptent que je mette un terme à ma scolarité, ce qui n'est pas du tout Donc tu as une la même chose. Donc, je peux rouler à moto, je peux faire de la compétition à moto. Je suis accueilli par un garagiste de Braine-l'Alleud, qui est une petite bourgade près de Bruxelles, avec qui j'apprends à tenir des clés, des tournevis, des pinces et des tas d'autres solutions. Je ne m'occupe que de ma moto et effectivement, je m'y mets parce que je m'entraîne beaucoup, je fais beaucoup d'essais, je fais beaucoup d'essais de moteur, de ralenti, de choses qui sont des choses spécifiques au trial. Et ça, c'est vraiment le point de départ. La découverte qu'on n'est pas, comme le disaient mes professeurs, bon à rien et mauvais à tout. Non, il y a toujours des lueurs d'espoir quelque part si on a la chance de trouver quelque chose pour lequel vous êtes fait. Donc, à cette déclaration de dire j'ai rêvé de faire du sport automobile, non. C'est vraiment arrivé par accident. Ma vie aurait dû... En fait, je n'ai jamais fait ce que j'aurais dû faire, à savoir vivre dans la nature, vivre avec des animaux, des choses comme ça. Mais je ne suis pas triste du tout. Non, mais ce qui est un paradoxe. Je veux dire, le paradoxe, c'est que tous les enfants du monde disent j'ai voulu, j'aurais aimé. Moi, j'ai fait au départ quelque chose qui n'était absolument pas prévu, mais dans lequel j'ai la chance de trouver mon créneau quelque part, de ce à quoi je suis pas trop mauvais, disons. Et mais au-delà de ça, ce que je trouve assez extraordinaire dans cette histoire, c'est le paradoxe de toi, amoureux de la nature, du calme, et finalement une vie qui va être construite autour du bruit des moteurs, parce qu'à l'époque, c'était bien plus sonore. Nous sommes bien d'accord. Moi, je pensais vivre une vie bien silencieuse avec le bruit du vent dans les arbres et des feuillages et des oiseaux chantant agréablement au printemps. Pas du tout. J'ai pas du tout fait ce que j'aurais aimé faire. Mais je suis loin de m'en plaindre, je le redis parce que c'est la réalité. Après le trial, tu continues un petit peu dans la moto, dans d'autres disciplines? Je fais d'autres choses, oui. Je roule en trial, je roule enduro et je fais aussi de la vitesse pure, toujours dans la catégorie 50 parce que j'ai 16 ans. Il faut quand même ouvrir une parenthèse, c'est dans mon histoire, il y a comment mettre des paramètres à la chance ou mettre des paramètres au timing et des choses comme ça, parce que ce sont des ingrédients indispensables à la réussite. Quand j'ai 16 ans, je fais un trial important international en Belgique. Je réussis. Le trial, c'est faire des sans fautes sur certaines zones. Pour expliquer pour les plus jeunes auditeurs, c'est donc des obstacles il y a à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui sur des blocs en béton, des rampes et des choses comme... C'est dans la nature, ça se passe en hiver, ça se passe dans les rivières, dans des zones glissantes, entre les arbres, dans la boue et ainsi de suite. Et à la suite de ça, je suis choisi pour rejoindre... En fait, je deviens pilote professionnel à l'âge de 17 ans. Je suis engagé par Zundap, qui est une marque qui n'existe plus, une marque de moto qui n'existe plus aujourd'hui, dont la spécialité, c'est l'enduro et le trial. Et donc, voilà, à 17 ans, je deviens pilote d'usine. C'était un nom ronflant, mais c'est presque ça, en tous les cas, dans un sport qui reste encore, à l'époque, très, très amateur. Tes parents commencent à être rassurés à ce moment-là?
Et ça, on le retrouvera peut-être plus tard parce que quand on ira plus loin, il faudra me reposer cette question-là. Oui, ils sont rassurés parce que on est toujours bon à quelque chose, alors que le descriptif euh, qui avait été fait de moi à l'époque par mes professeurs, qui étaient déjà très psychologues avec les parents, disaient « Oh, mais votre fils il est si intelligent, mais qu'est-ce qu'il est paresseux !» Et donc, ça ne met pas vraiment du baume sur le cœur. Oui, ils voient en tous les cas qu'au lieu d'être en queue de peloton, euh, j'arrive à faire des résultats et effectivement, je commence à vivre une vie différente. Donc tu commences à gagner un petit peu ta vie avec ce nouveau statut. Gagner pilote d'usine, ça veut dire recevoir à l'époque des machines gratuitement en cadeau. C'est un terme ronflant, mais de nouveau, en profitant du moment présent. Le plus important, à mes yeux, c'est de vivre le moment présent, et c'est ce que j'ai fait de 17 à 22 ans. J'ai fait en parallèle des courses de voitures de tourisme et des courses de moto. Mais jamais avec une perspective du parcours que peut-être vous allez hein? Allez, je vais te tututer. Je vais te tututer. Mais oui, avec ce mystère, ces mystères de la réussite, du timing et ainsi de suite, je fais plein de choses. Je roule beaucoup et au point où, à un moment donné, je fais de la Formule 3, de la Formule 2, des courses de tourisme, de la moto, enfin plein de choses ensemble, avec des années, avec, je pense une année, j'ai fait 48 week-ends de course, grosso modo, parce que la moto, c'est trial, c'est l'hiver, l'auto, c'est plus saisonnier, entre guillemets, enfin, chacun a ses saisons. Mais c'est vrai que j'ai été gâté dans ce domaine. Tu sais, cette époque que tu as connue et dont d'autres invités ont pu témoigner, je pense à Henri Pescarolo par exemple, qui est déjà passé sur ce podcast, c'est aussi une époque qui était malheureusement assez meurtrière, puisque la sécurité n'était pas du tout ce qu'elle est maintenant. Est-ce que c'est quelque chose auquel tu as été confronté très tôt dans ta carrière, qui finalement contraste un peu avec cette naïveté que tu avais d'avancer étape par étape et de prendre tout ce qu'il y avait de bon à prendre? Oui, ça, c'est une vaste question. C'est une vaste question. Je pense à ton meilleur ami. Non, oui, mais la question, c'est pas ça. La question, généralement, c'est de dire qu'est-ce que vous avez été courageux. C'est pas ça du tout. Parce que s'il faut du courage pour faire quelque chose dont on a analysé les inconvénients éventuels ou les risques éventuels, vous n'êtes pas performant. C'est une autre histoire. Quand vous êtes passionné par quelque chose, et surtout quand vous êtes jeune, vous n'avez pas du tout les mêmes réflexes à propos de l'instinct de conservation, du risque et ainsi de suite. C'est quelque chose qui vient bien plus tard et qui arrive avec l'érosion que cause le temps sur vous. Mais quand on est jeune, l'avenir est à vous. L'avenir est à vous. Tout mérite d'être... ce qui est formidable, c'est de rêver, d'oser, de ne pas capituler. C'est ça la force de la jeunesse. C'est que on n'a pas d'a priori en rien. Et donc, en automobile, oui, certes, j'ai vécu... On dit souvent que j'ai une belle histoire, c'est vrai, qui est unique en son genre. Mais bref, c'est la vie, oui, on vit des destins tragiques des autres, on vit des départs, on vit des arrivées, on vit plein de choses, mais la vie, c'est toujours devant, quoi qu'il arrive. Et surtout quand on est jeune, rien ne
rien ne vous arrête. Et c'est vrai aussi que bien plus que rouler par exemple, il faut rester humble dans la vie. Il n'y a pas très longtemps, j'ai dit à quelqu'un qui me disait « Ah, quelle est la vitesse la plus élevée à laquelle vous avez roulé au Mans ?» Alors je dis 380. C'est pas la vitesse qui est enfin bref, je réponds 380. Pourquoi je dis qu'il faut être humble? Je suis à une table avec des gens anglais, américains, et tout ça. Bon. Alors, il y a quelqu'un qui me dit vous connaissez Andy Green? Tu connais Andy Green? De nom, je le connais Tu pas. connais Andy Green? Bon. Alors, il dit you know Andy Green? Et, non. Mais Andy Green, il a le record du monde sur Terre avec son rocket à 1278 km/h. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut rester... C'est pas la vitesse, c'est beaucoup plus basique que ça, la notion de victoire dans le sport. C'est être, si possible, dans les meilleurs et, si possible, le meilleur. Ça, c'est la motivation et ce qui en fait, en tous les cas au début, une trajectoire étroite au niveau intellectuel. Il y a une chose qui compte, c'est gagner ou essayer de gagner. La deuxième, et on reviendra peut-être là-dessus, c'est que ce qui fait ce parcours possible, c'est aussi au niveau du timing, avec qui vous êtes, parce que l'essentiel d'une voiture de course, il est fait dans l'ombre, et pourtant, quand on vous donne une voiture dont le potentiel est gagnant au départ, l'essentiel a été fait, il n'y a plus qu'à terminer le job. Pour en revenir un peu au cours de ton histoire, comment se fait vraiment cette transition où tu vas faire plus que de la voiture? Est-ce qu'il y a une personne qui a été déterminante là-dedans? Tu parlais de la monoplace. Il y a le parcours automobile d'il y a 60 ans, il se fait comme à l'école, entre guillemets. On fait de la moto, on fait de la voiture, mais ce sont des petites voitures. Ma première voiture a été une BMW 700 qui faisait 44 chevaux qu'on m'avait mis à disposition. Et la réussite, elle passe aussi par les mentions que vous recevez. Si vous vous conduisez bien, ou en tous les cas, si votre conduite est appréciée et surtout qu'en termes de performance et surtout de chrono, parce que l'arbitre, c'est le chrono, il y a toujours à l'époque quelqu'un qui vous propose une voiture un peu plus rapide. C'est ce qui m'est arrivé. J'ai fait de la BMW 700, j'ai fait de la Cortina Lotus pour Ford Belgique, j'ai fait des Mustangs, des courses de Mustang. Il y a une passation de relais par les gens que vous rencontrez sur votre parcours. Et indiscutablement, puisque quand on parle de destin, si on jette un coup d'œil vers l'arrière, il n'y a pas de réussite possible sans l'intervention de personnes extérieures. Oui, la réussite passe aussi par ce destin d'avoir des rencontres qui changent votre existence. Et c'est valable pour tout en chacun et je pense dans toutes les vies. On sera bientôt 10 milliards d'individus. Tout le monde aura une histoire. Et dans toutes ces histoires, il y aura toujours sur le parcours des gens qui vous donnent des directions, avec l'option de prendre ou de ne pas prendre. Si vous allez à gauche, c'est une histoire. Si vous allez à droite, c'en est une autre. Et oui, beaucoup de gens sont intervenus dans ma vie. Et au même titre que je suis très touché par
la passion partagée aujourd'hui de ceux qui viennent voir des courses automobiles, qui ont ce même moment de partage. Dans mon parcours, bien sûr, qu'il y a des hommes et des femmes qui y sont intervenus, pour lesquels je peux témoigner d'une gratitude totale, parce que, oui, ils vous font confiance, ils vous font passer des étapes qui ont fait qu'on se retrouve aujourd'hui, sauf que le temps a passé, qu'on se retrouve ensemble aujourd'hui. Est-ce que tu dirais que Ken Tyrrell fait partie de ces personnes qui ont eu une importance non négligeable, même pour le coup vraiment pour le coup importante, dans le sens où c'est lui qui t'a proposé, à mon sens, ce passage vers la monoplace, et peut-être même, et tu me dis si je me trompe, cette professionnalisation dans l'automobile? En tous les cas, il joue un rôle clé. Mais toutes ces personnes qui vous tendent la main et qui vous encouragent à continuer sur votre parcours, elles comptent. S'il manque un élément, ça marche pas non plus. C'est pour ça que j'ai parlé de timing. Il faut une succession de circonstances qui font qu'à la fin, vous dire le destin, c'était ça. Mais c'est pas prévisible. Vous pouvez pas le savoir. Moi, quand je dis que j'ai vécu au présent cette époque-là, comme je la vis encore aujourd'hui, j'ai jamais fait de calcul de trajectoire. Je peux pas dire j'ai rêvé de faire de la Formule 1 ou de faire des prototypes ou de gagner le Mans. J'ai vécu avec l'envie de bien faire, ce qui ne m'était pas arrivé pendant un certain nombre d'années, de réussir des choses dans des compétitions avec ce réflexe basique d'essayer d'être sur la plus haute marche. Le reste, c'est une histoire d'individus, c'est une histoire de gens sur votre parcours. Et tous prennent une place importante, en particulier Tyrrell. Mais chaque année, à chaque franchissement de haie, c'est-à-dire d'être reçu ou non avec mention dans ce que vous avez attaqué, avec aussi avec les félicitations du jury, et aussi probablement des hésitations parce que le parcours il est rocailleux pour y arriver. L'autre jour, je montais un immeuble de 15 étages à pied. Je prends beaucoup les escaliers, je prends pas les escalators et tout ça. Donc, quand vous avez monté 10 étages et que vous arrivez, le 11e c'est plus dur, le 12e c'est plus dur, mais curieusement, les dernières marches, quand vous savez qu'il ne reste que 4 marches, c'est celle où vous êtes le plus fatigué. Ça a l'air crétin, mais rien que la perspective de savoir que vous arrivez, c'est difficile à franchir. Dans un projet dans lequel vous essayez d'être meilleur, c'est comme ça aussi. La montée, elle est compliquée, mais vous êtes jeune, vous y allez. Après, il faut se maintenir, et puis après, la descente est particulièrement glissante. Parce que ça, c'est encore une autre histoire. Oui, Ken Tyrrell joue indiscutablement un rôle déterminant. Aussi la moto joue un rôle déterminant parce que souvent, on dit que j'étais pas mauvais sur la pluie, et c'est vrai, j'étais pas mauvais sur la pluie. Nullement que ça me plaisait, mais je pense que les 5 ans de moto que j'ai fait avant, avec 2 roues, les choses demandent un poil plus de doigté et un petit peu plus de souplesse dans le comportement avec son volant. Quand j'étais faire des Dakar, ces réflexes sont encore restés. Quand j'allais faire les Dakar, quand il y avait un trou, une saignée, une baignoire, j'avais tendance à tirer sur le volant. Mais quand vous tirez sur le volant d'une voiture, elle saute pas mieux elle saute pas mieux qu'avant. Mais j'ai continué à faire ça. Donc, pour reparler de Tyrrell, oui, il m'a offert de conduire pour lui.
Comment ça s'est passé, votre première rencontre? Parce que je crois qu'il vient te voir au moment où tu as ton service militaire, tu as la vingtaine passée, donc tu es obligé de faire ce Je voulais service. dire, c'est ça que je voulais. Oui, j'ai fait une course en 1964 ou 65, 64 peut-être, à Budapest avec pour Ford International. Il m'a vu rouler là-bas et il m'a effectivement proposé de conduire des monoplaces. Et malheureusement ou heureusement, je sais pas, je devais faire mon service militaire. Et donc, c'est une jolie parenthèse, ça tient, parce que j'ai obtenu mon permis de conduire en conduisant des chars AMX, des petits transporteurs de troupes, lesquels j'ai amélioré mon sens de l'équilibre parce que ces petits chars transporteurs de troupes étaient encore équipés de chenilles métalliques. Il n'y avait pas encore les blocs en caoutchouc. Donc, je pouvais les ranger, comme j'étais devenu instructeur entre-temps, char pour ces AMX-13. J'arrivais à les mettre au parking en marche arrière, en bloquant une chenille, tout ça, dans des gerbes d'étincelles. Des gerbes d'étincelles, parce que c'est plein de silex, le béton et tout ça. Et ça m'a d'ailleurs coûté un peu de cachot. Donc c'était une sorte de tête à queue que tu faisais, c'est ça? Oui. Ok. Je descendais la rampe à toute vitesse, puis je bloquais une chenille, je faisais un demi-tête à queue. Je lâchais la chenille, boum, je remettais dans le parking, là où on attendait les élèves pour se... Et c'était très confortable aussi en hiver, je dois dire. Parce que la NX, il est refroidi il est refroidi à air. Et donc, pour l'instructeur qui est assis sur la soufflerie chaude du moteur, l'élève se gèle à l'intérieur du cockpit et vous êtes bien au chaud sur le... Donc, j'ai ce permis et oui, j'ai donc dû refuser cette offre de Tyrrell qui me l'a réofferte un an plus tard, ou 18 mois plus tard. Et donc, voilà, j'ai été choisi comme d'autres, parce que quand on parle de Ken Tyrrell, ça fait tout de suite penser à François Sever et d'autres qu'il a choisi, il avait ce talent de voir que des gens avaient les capacités de faire... il avait essayé, lui, c'était un type intelligent, il avait essayé de faire de la course lui-même et il a compris que ça ne marcherait pas. Et il a trouvé beaucoup plus simple de le faire faire par les autres. C'est-à-dire de gagner, mais en étant chef d'équipe, avec vraiment la réussite que vous lui connaissez. Je sais que tu as une relation assez spéciale avec lui, presque, je ne sais pas si le terme est exagéré, mais presque de père spirituel, en tout cas de mentor. Est-ce que c'est lui aussi, et ça c'est plus anecdotique, qui t'a transmis la passion pour les combis Volkswagen? Rien à voir. Rien à voir, parce que je crois qu'il était très passionné de wagon, non? Je n'en sais rien. Je Non. sais pas. D'accord, ok. Non, je ne l'ai jamais vu qu'avec des mini station wagon comme ça, portant un verre bouteille, ses couleurs, c'était vert bouteille. Curieusement aussi, avec du bleu, blanc, rouge qu'on pouvait apparenter, comme c'était des matras, on pouvait arranger ça. Mais ce qui fait la réussite de tout ça, c'est les individus. À cette question, comment était-il un père, un membre de la famille, un coach, je devrais dire une équipe parce qu'il y a lui et sa femme. Lui et sa femme vivant pour la même... Il était marchand de bois, hein, je voudrais quand même préciser aussi. C'est un marchand de bois, c'est un type qui coupait des forêts et vendait du bois. D'ailleurs, les premières voitures, les F2, il faisait rouler des Cooper Formule 2. Après, il a fait rouler les Matra. Quand je suis arrivé, les voitures, c'était de la terre battue. Dans le hangar, là où il y avait le chantier, où les camions et les arbres coupés arrivaient. Mais oui, il y a ces gens qui sont des vraies sources d'inspiration.
Tu as vu un signe du destin, le fait qu'il coupait du bois, qu'il était très attaché à la forêt, toi, Non, l'amour et la nature? aucune connexion. Il n'y a aucune connexion parce que il n'a jamais évoqué le plaisir de se promener avec moi, ni moi d'ailleurs. Une fois que je suis parti dans le processus automobile, je suis dedans. Et on devient monorail. C'est-à-dire qu'on ne pense plus qu'à une chose, cet objectif très, comme je l'ai dit, c'est pas la vitesse, c'est tenter d'être le meilleur. C'est très simpliste comme réaction. Je pense que de ce que tu me dis, il faut être simpliste aussi pour performer. Et c'est Oui. comme, j'imagine que la saison 67, je pense, tu fais l'évocation, où tu avec cette Formule 2 et tu éclabousses la concurrence de par tes performances, alors même que tu n'as pas du tout la voiture la plus, on va dire, la mieux équipée du peloton. Je suis mal placé pour dire ça. Tous les moments restent quand même heureux, même si on n'a pas le matériel exactement le même que les autres. Mais je ne vis pas sur un sentiment d'avoir été maltraité au niveau du matériel. Non, c'est pas Je veux seulement dire, oui, à l'époque, il faut quand même rappeler que la philosophie de la course automobile n'est plus du tout la même que celle d'hier. Parce que certainement, tu vis aujourd'hui avec des images que tu ne peux pas... Tu peux pas connaître tu peux pas connaître mon vécu. Est-ce que tu peux imaginer de la course automobile de l'époque? Elle est aux antipodes de ce qu'elle est aujourd'hui. Aujourd'hui, on dit comment vous avez pu rouler à Francorchamps sans barrière de sécurité, avec des maisons, des piquets, protection des bottes de paille et ainsi de suite. Avec la Ferrari, on a roulé en qualif. En qualif, j'ai roulé à la plus haute vitesse sur un circuit routier, jamais atteinte, à Francorchamps, à Spa, 13 km, 263 de moyenne. Hein? C'est hallucinant. Oui, bon, mais c'était normal. C'était le libre choix, le respect de choisir des choses, un risque consenti, l'acceptation de toute forme de fatalité quand on fait des choses qu'on aime. Et on en revient à cette phrase évoquée tout à l'heure, il ne faut pas du courage, il faut surtout faire ce qu'on aime, parce que si on doit envisager ce qui est toujours évoqué, le risque, si vous y pensez, mais vous êtes battu avant de commencer, c'est déjà un combat, c'est un combat perdu d'avance. Mais oui, Tyrrell est le point de départ d'une évolution où en endurance, il faut aussi savoir qu'on conduit dans toutes les conditions à cette époque. Le départ est donné, on fait la distance. Qu'il fasse pleuve fort, pas ainsi de suite, il faut y aller, on y va. Et c'était la norme à l'époque. Aujourd'hui, ça semble vu de manière très différente. En tous les cas, certainement, cette forme de compétition n'est plus acceptée. Mais elle était magistrale et elle était surtout, on faisait partie d'une communauté où on se voyait tous les week-ends et on vivait dans les mêmes hôtels. On vivait, il n'y a pas de mobil-home, de choses comme ça. On pique-nique dans des prairies les prairies des Grands Prix. Il y a un camion avec 2-3 voitures. Si je parle de Ferrari, dans les soutes du camion, il y a une bouteille de propane pour cuire les pâtes. Il y a du jambon de Parme. Il y a de la granade, du fromage, enfin,
des spaghettis, tout ça, et tout ça se fait à la bonne franquette. Donc c'est une autre forme d'existence, et je ne nourris pas à cet égard de nostalgie. Je pense qu'il faut vivre le moment présent. Mais voilà, à propos de Ken et Nora, clairement, oui, cette occasion de conduire des Formule 3 et rapidement des Formule 2 m'a permis d'être champion d'Europe, de F2, mais surtout cette voiture m'a permis de faire une belle performance au Nürburgring, c'est-à-dire mettre cette voiture sur la première ligne de la grille, de faire le 3e temps absolu au milieu des F1. Et donc ça c'est après, c'est un autre départ qui commence, c'est celui de l'histoire Ferrari. Je dois reconnaître que le Nürburgring m'a toujours très très bien réussi, et pour cause, en 1965 et 6, il y avait une compétition sur le Nürburgring qui s'appelait les 86 heures du Nürburgring, qui était une course de régularité à 2 pilotes pendant 86 heures, 3 jours et demi. Et moi, je faisais la journée, je faisais 14 heures de jour. 14 heures. Et mon coéquipier se faisait 10 heures de nuit, avec une moyenne moins constante la nuit, enfin plus faible que la journée. Alors, certainement, quand vous avez fait 86 heures sur le Nürburgring, si vous ne connaissiez pas tous les pièges, tous les endroits où il y avait des flaques d'eau ou pas, toutes les haies, tous les arbres, c'est que vous avez quand même un problème grave au niveau... hein? Et donc, ça, c'est le vrai départ. Mais... Et alors, on arrive à l'histoire de Ferrari, mais c'est tellement plus large que ça. C'est tellement plus large que ça. C'est une histoire incroyable. Aujourd'hui, si je commençais par la fin, je dirais, c'est tellement miraculeux d'avoir survécu à tout ça. C'est plus une question de talent ou de qualificatif qu'on peut vous donner. C'est vraiment une question de chance. Et ensuite, c'est une succession, bien plus que les victoires. Aujourd'hui, le crédit de ces succès appartient à ceux qu'on a construits ensemble. J'ai plein de jolis souvenirs de gens qui préparaient, construisaient, dessinaient les voitures. Certes, quand ça marchait, on était mis en lumière, mais l'essentiel était fait par ces gens-là. Donc, pour moi, le souvenir essentiel, c'est franchement les humains qui sont sur votre parcours. Et à ce niveau-là, oui, il y a énormément de chances d'avoir traversé le temps, parce que j'ai quand même couru sans trop me faire mal, au moins 32 saisons de sport mécanique, inclus tout ce qui était possible de faire, avec bien souvent des remises en question totales, et puis l'adaptation, d'être réaliste et de savoir ce qu'on peut encore faire ou pas, avec... oui, comme Henri Pescarolo, qui est le doyen qui est un dinosaure quelque part, qui est le doyen de ces gens qui ont tout fait, parce que tout le monde faisait de tout à l'époque. C'est ça qu'il faut bien comprendre.
mais on fait partie des derniers survivants de cette période-là. Et certainement, on en parlera plus tard, mais le Dakar, par exemple, parce que c'est aussi une chose dont j'ai fait l'apprentissage, il est certainement, en tous les cas, pour moi, la période la plus enrichissante de mon existence en termes de vision du monde, des gens, des individus. On passe largement au-dessus de cette notion de victoire de Gaulle. On a une vision à 180 degrés au lieu d'avoir une vision monorail qui était qui était intéressante à l'époque. Ça nous permettra aussi peut-être de parler des qualités. Pour être compétitif, je pense qu'il y a il faut des qualités aussi qui ne sont pas des qualités dans une vie en société. Tu parlais tout à l'heure de la période Ferrari et du sens du timing. Et là, le timing, et tu me dis si je me trompe, tu as joué plutôt un petit coup de pouce, parce que je crois que saison 68, Enzo Ferrari avait plutôt le regard porté sur Jackie Stewart. Oui, tout à fait. Tout à fait. Jackie Stewart avait un objectif en première position d'avoir Jackie Stewart comme ils ont aujourd'hui l'envie d'avoir Hamilton l'année prochaine en 2025. Oui, il souhaitait avoir qui était mon mentor aussi dans l'époque F2 et tout ça. Il était l'homme à battre. Et on a cohabité dans la même écurie. Enfin bref, il est là et pour la première fois, il va voir Enzo Ferrari à Modène. Seul bémol, il vient avec son avocat. Ce n'était jamais arrivé avant. Donc ça, c'est déjà une surprise pour le grand Enzo. Et ensuite, dans la conversation, à un moment donné, il dit à son secrétaire Cosa voglio questo inglese? Qu'est-ce qu'il veut cet anglais? Mon usine? Et de l'autre côté, la réponse de Jackie, c'est dit Scottish, please. Donc, ça ne se fait pas. Et effectivement, on m'envoie un émissaire dans une course de Formule 2 en Sicile et on me demande si je veux rejoindre Ferrari. Donc, à l'âge de 23 ans, je signe avec Ferrari. C'est quoi le souvenir que tu gardes ou les souvenirs que tu gardes de ta rencontre et de ces moments passés avec Enzo Ferrari? Ce que je retiens quand on me pose cette question, c'est que je ne mets pas de mais derrière. On dit toujours Enzo est le plus grand, Enzo a fait ci, Enzo a fait ça, mais par rapport à mes adversaires et compétiteurs et de ceux qui ont roulé pour Ferrari, il n'y a pas ce mais. Je pense que c'est un homme aussi qui a beaucoup souffert de la disparition des gens dont il était proche dans son écurie, spécialement parce qu'on parle des années 60, 70, mais déjà dans les années 50, début des années 60, le sport automobile fait beaucoup de victimes. Et je pense que c'était un homme sensible et tendre. Et en ce qui me concerne, je dois reconnaître que j'ai été traité par lui, j'oserais presque dire que comme, en tous les cas, un membre de sa famille. Et je n'ai jamais senti ce qu'on dit souvent de pression en termes de performance, de politique, de voitures moins bonnes, d'avantages, de désavantages.
J'ai jamais vécu ça. Je pense que nous avons vécu 5 années ensemble, certes avec des hauts et des bas en termes de résultats, mais c'était un homme qu'on voyait peu, qui restait à son bureau les week-ends. Il venait aux courses une fois ou deux par an. C'était à Monza pour les essais préliminaires, parce que Ferrari faisait des essais la semaine qui précède, on pouvait le faire. Et voilà, il venait une fois ou deux par an à Monza voir des essais, mais sinon on ne le voyait jamais. À cette époque, ça commence déjà à être, je pense à ceux qui regardent la Formule 1 maintenant, évidemment un univers très très compétitif, qui était peut-être moins régulé qu'il l'est maintenant, puisque les régulations sont venues avec le C'était temps. pas très compétitif à l'époque. Tu dirais que c'était moins compétitif? C'était compétitif, mais on parle de secondes. C'est vrai. Oui, je veux dire que l'unité n'était pas la même, évidemment, mais... Parce qu'aujourd'hui, on parle de Oui, millième. oui, tu as raison. On parle de millième. Donc, et aussi, l'automobile, c'est plus, j'oserais dire, un sport de mercenaires. La notion d'exclusivité, elle existe dans le choix principal que vous avez fait, en l'occurrence la F1. Mais si le calendrier vous permet de faire des courses d'endurance, à cette époque-là, vous pouviez le faire. C'est-à-dire que moi, il m'est arrivé de rouler en Formule 2 avec BMW, en proto avec Ford, comme pilote entre guillemets d'usine, et de Ferrari en Formule 1. Aussi, c'est un sport dans lequel n'intervient pas le sponsoring. Aujourd'hui, vous êtes prisonnier de deux... Il y avait de la liberté dans ces choix, et c'était plutôt bon enfant globalement. Il y avait un ordre, certes, mais aujourd'hui, un pilote moderne ne pourra jamais avoir le genre de palmarès que nous avons eu à l'époque. Parce on était multifonction et libre. Aujourd'hui, vous êtes une première fois pris par la marque qui vous utilise et par le sponsor qui est le sponsor principal. Donc cette époque-là, c'est pour ça que j'ai dit dinosaure, c'est une époque totalement révolue. Ce qui ne veut pas dire que c'est moins bien aujourd'hui, pas du tout. Ceux qui roulent, qui sont de vrais champions aujourd'hui, dans un sport bien plus compliqué qu'hier, même s'il y a une assistance d'ingénieurs de télémétrie et compagnie. Aujourd'hui, quand on vous dit qu'il a gagné avec facilité, il avait 5 secondes d'avance au bout de 300 km, vous dites quand même, c'est pas si simple que ça. Oui, aujourd'hui, on parle de millièmes de seconde, avec des voitures sophistiquées qui font 1000 chevaux, et à la fin, au bout du compte, en ayant conçu une voiture, certes, qui est dans un carcan de règles, mais avec des composantes différentes les différences, c'est quelques millièmes. Et à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Ce qui fait la beauté du sport aujourd'hui, c'est justement la valeur de la gloire qu'on tire quand les courses sont compliquées. Là où je voulais revenir tout à l'heure avec ma question, Sérieux. C'était sur plus l'espionnage qui peut se faire sur les réglages, même chez Ferrari. Je sais qu'à l'époque, il y a eu beaucoup d'histoires à travers ça. Est-ce que toi, tu en as été un peu le témoin? Pas du tout. Pas du tout, parce que je vais essayer, pas avec des petits gestes, peut-être... une voiture, c'était facile à régler. D'abord, il n'y a pas d'assistance. Pas d'assistance à la direction, pas d'assistance au freinage. Les boîtes de vitesse sont manuelles.
il doit y avoir 4 instruments sur le tableau de bord. Un contour, la température d'eau, la température d'huile et la pression d'huile, plus le starter. Donc, il n'y a rien sur le tableau de bord. La voiture touche le sol, on la remonte de quelques centimètres. Vous êtes sous-vireur, on fait ça, ça veut dire un peu plus d'ailerons. Oui, les ailerons arrivent aussi, c'est une nouveauté, les ailerons. Quand ils arrivent dans les années 70, vous faites ça un peu plus, un peu, vous tenez trop bien derrière, vous faites un peu comme ça. Vous voulez rentrer un peu plus vite dans les virages, vous changez le passage des roues ou le carrossage dont vous voyez les températures quand on prend la température des pneus. Donc, sincèrement, c'est d'une simplicité. C'est pas le cas aujourd'hui du tout. C'est d'une grande, grande complication pour des millièmes. Mais à l'époque, voilà, entre les voitures, il y a des secondes de différence selon les unes et les autres. Donc, les problèmes que tu... Moi, en ce qui me concerne, je suis bien né, quoi. Voilà. Je ne suis pas du tout sûr. Et aussi, il y a comme on roule tous les week-ends, on a des moments de liberté. Tandis que dans la vie d'aujourd'hui, c'est 100% du temps. Il faut non seulement être un athlète, mais en plus être dédié à la communication indispensable pour le sponsor. Passer des heures si vous demandez à André Lotterer le temps qu'il passe sur le simulateur, c'est juste, et c'est valable pour tout le monde. Il y a un pilote d'essai qui fait des heures et des heures et des heures sur simulateur et puis qui transmet ses résultats sur la piste. Parce que comme vous le savez, avant, tous les essais se faisaient sur le terrain. Aujourd'hui, ça n'existe plus, hormis 1 ou 2 séances par an où tout le monde peut se retrouver et faire des développements. Tout est contingenté aujourd'hui. Je te posais cette question parce que, en travaillant mon sujet, j'ai lu une histoire, et tu me diras si ça t'évoque quelque chose. Durant ta période Ferrari, un accélérateur s'était bloqué. Alors, je ne sais pas exactement le contexte, si c'était dans des essais ou pendant une course. Ça t'évoque quelque chose? Un jour, j'ai gagné un Grand Prix du Canada dont je ne me souviens absolument plus. Par contre, la première année Ferrari, effectivement, je suis sorti de la route avec un accélérateur bloqué au Grand Prix du Canada 68. Ça, c'est une autre histoire. L'histoire, c'est... je prends ma voiture, fais quelques tours, j'arrive dans une courbe, l'accélérateur est bloqué, je me sauve de justesse. Je rentre, je dis, mon accélérateur reste bloqué. Les mécanos travaillent un peu sur la voiture. OK, je ressors, je roule un petit peu, je reviens dans ce même virage, de nouveau l'accélérateur bloqué. Et ensuite, la suite, vous la connaissez. La suite, c'est que on avait modifié les admissions du moteur entre 2 séances. Les guillotines, ça s'appelle des guillotines, les ouvertures ou non derrière les injecteurs. Et le mécano dit, voilà, j'ai vérifié, tout est OK. Et finalement, je sors de la route, je me casse le tibia, le péroné, tout et tout. Un vrai miracle, je finis emballé dans des treillis de protection. L'intérêt de ça, c'est que dans un livre, 20 ans après, ce mécano dit, j'ai fait semblant de vérifier et j'ai dit que c'était OK et ça ne l'était pas. Donc, ce garçon avait vécu pendant 20 ans
avec la vraie explication. C'est-à-dire qu'on m'avait laissé repartir avec quelque chose qui ne marchait pas. Mais ceci, ce ne sont que des détails. Enfin, ce n'est pas un détail sur le coup, mais quand je dis qu'il faut de la réussite pour traverser le temps dans ce métier à l'époque, c'est une réalité, c'est pas une question de talent du tout. Du tout. Mais toutes ces histoires, c'est le côté humain qui est le plus joli. Dans ce domaine-là aussi, je dois reconnaître que les gens à qui on partage la passion, et en particulier les spectateurs, ce qui m'est encore arrivé le week-end dernier au Classic Days, je pense que sans eux, il n'y a pas de sport automobile. Aussi sec, et pas d'organisateur. C'est-à-dire que sans tous ces gens qui viennent au Grand Prix, qui sont passionnés comme d'autres pour la peinture, d'autres pour le hockey, le foot, il y a une catégorie de gens qui aiment l'automobile. Je me sens infiniment... Je les respecte et je les apprécie parce que sans eux, rien n'est possible. Et on leur doit ce respect. Et ça me plaît terriblement. Les regrets qu'on peut avoir peut-être, c'est... Voilà, quand on est jeune, on n'a pas vraiment... Il y a un seul objectif et il faut des qualités pour être compétiteur. C'est un combat, c'est pas il n'y a pas beaucoup de place pour la courtoisie, je t'en prie, je te laisse passer, ou me frappe pas trop fort. Non, tout ça n'existe pas. Pour grandir, il faut franchir d'autres étapes. Et ce que nous évoquons ensemble, c'est de l'histoire. Pour moi, c'est de l'histoire ancienne. Et c'est pas les détails. Je vais pas évoquer les courses gagnées ou les courses perdues. C'est vraiment le contact avec des gens. Mon regret essentiel, c'est de ne pas avoir pris conscience plus tôt de l'importance de ceux qui nous accompagnent en course pour faire des résultats. Parce que à la fin, la notion du je n'existe plus. C'est nous. Et le nous, dans ce nous, il y a 90% de gens qui font des choses magnifiques dans l'anonymat le plus complet. Et puis, il y a 10% de gens qui prennent la lumière du succès ou la lumière du désastre. Nous ne sommes là que pour finir des jobs. Et à mon sens, c'est une nécessité absolue de se montrer infiniment reconnaissant vis-à-vis de ceux qui permettent ça. Et dans toutes les histoires, quelles qu'elles soient, automobiles ou non, il n'y a pas de réussite possible sans un environnement qui est constitué de gens qui font des travails avec passion, mais surtout avec perfection. C'est aussi une assurance quelque part, une sécurité. Tu l'évoquais tout à l'heure, le fait qu'en parallèle de cette période Ferrari, tu avais déjà commencé à rouler en endurance. Peut-être que je me trompe, mais je crois que tu es un des seuls pilotes à avoir eu une carrière aussi riche avec Ferrari et avec une autre marque mythique, à savoir Porsche. On te surnomme Monsieur Le Mans pour tes 6 victoires au 24 heures du Mans. Oui, en rappelant que quand même, je ne suis pas le détenteur le record holder de victoire. Oui, c'est vrai. C'est Tom qui est... C'est vrai, Tom Christensen. Qui en a gagné 9. Je n'en ai gagné que 6. Mais quand on en a gagné une, on est déjà terriblement heureux. Évidemment, quand on parle de victoire pour Le Mans et on parle de Jackie,
La première qui vient en tête, c'est celle de 69, parce que tu as ce mouvement qui est devenu un mouvement presque mythique. Peut-être que c'est même les images qu'on retiendra de toi dans des années et des années, ces images tourneront toujours dans Le la tête. cinglé qui a marché. Non, pas le cinglé. Le cinglé qui marchait à sa voiture quand tous les autres couraient comme des lapins. Est-ce que tu peux raconter cette histoire? Donc, c'était Oui, je peux raconter ça et je peux aussi rectifier un certain nombre de choses. L'histoire est jolie. Partir en marchant dans une épreuve comme Le Mans et gagner l'épreuve, c'est une jolie histoire. C'est presque de la fiction. Oui, j'étais l'inspiration d'une modification du départ parce que j'ai toujours considéré qu'il était impossible de faire un relais entier en essayant de s'attacher des ceintures de sécurité en roulant à 300 à l'heure dans la ligne droite d'une audière. L'idée, c'est évidemment de durer, de limiter le risque au maximum. Donc, mais je n'en ai été que l'inspirateur, celui qui a changé le départ des 24 heures du Mans, ou qui a été la confirmation de cette inspiration. C'est un garçon qui s'appelle John Wolfe, qui roulait avec une Porsche 917 et qui s'est tué à Maison-Blanche au premier tour des 24 heures. Ça, c'est la réalité absolue. C'est pour ça que le mot inspiration est le mot correct, mais celui qui l'a changé, elle appartient à celui qui a été la victime de cet accident. On a pris conscience que... Je n'ai pas dit que c'est parce qu'il n'avait pas de ceinture ou pas, mais c'était inutile et du coup ça a changé. Donc gardez ce nom, John Wolfe, c'est à lui qu'appartient ce changement. Parce que peut-être autrement, on aurait bien trouvé que c'était une mauvaise idée de ma part de ne pas respecter les règles en vigueur à l'époque. Juste pour expliquer peut-être pour la plus jeune génération, le départ Le Mans à l'époque était un départ qui se faisait en courant à la voiture, oui, et qui n'était pas un départ dans la voiture. Ce qui explique effectivement qu'on s'harnachait pendant qu'on commençait déjà à rouler. Oui, j'ai vu des coéquipiers d'une écurie sauter dans la même voiture, se battre pour sauter dans la voiture, se tromper de voiture, c'est-à-dire de deux voitures côte à côte, et discuter pour savoir qui va monter dedans alors que l'un d'entre eux n'était pas le pilote officiel de la voiture. Il y a eu de tout là-dedans. Il y a aussi les voitures qui ont fait des têtes à queue au départ en lâchant l'embrayage trop violemment au milieu de ce départ. Bref, il y a plein d'histoires, c'est ça, les histoires sont jolies. Est-ce que tu retiens aussi cette victoire suite, donc là c'est sur Porsche, avec Henri Pescarolo, on en parlait tout à l'heure. Donc si je ne dis pas de bêtises, tu étais dans une voiture avec Henri Pescarolo. Oui. La voiture a eu un problème. Oui. Et tu as dû changer de voiture. Oui. Et tu as fait une remontée fantastique. J'ai été pilote de réserve sur une autre voiture. Qu'est-ce qu'on peut faire comme réflexion à ce sujet? C'est plus agréable d'être chasseur que chassé. Ça veut dire que quand les choses sont perdues, il n'y a plus d'a priori en rien. On peut rouler comme on a envie, sans stratégie, et surtout avec le bonheur de voir qu'on peut toutes les heures gagner des places. Clairement, je pense que quelquefois en course automobile, on est toujours à la limite, c'est-à-dire on essaye d'être proche des 100, mais il existe des fois où on peut se sublimer. Les circonstances ont fait que, indiscutablement, dans cette course-là, j'ai été particulièrement efficace. Mais le plus extraordinaire, c'est pas ça. Le plus extraordinaire, c'est qu'on peut on peut aussi sublimer les autres. Dans le contexte d'une course automobile ou d'une course perdue, on aperçoit tout à coup la possibilité éventuelle de la gagner, d'où la moralité « never give up ». Mais ce qui est extraordinaire dans la sublimation, c'est que les autres, coéquipiers, copilotes,
ce Sublime mise aussi. Ils ont fait des courses et des relais qu'ils n'auraient jamais fait autrement. Que c'est vrai que ça marche aussi avec les mécanos, qu'ils sont capables de changer une boîte de vitesse en 25 minutes, normalement, mais quand il y a ce Sublime, ils peuvent le faire en 18. Quand vous voyez les tacticiens et les directeurs sportifs qui ont déjà renoncé en se disant « la victoire est perdue », quand on les voit revivre derrière avec toutes les pensées qui interviennent pour faire des arrêts stratégiques au stade plus important, des choix de pneus et ainsi de suite, c'est ça qui est magnifique. C'est de se transcender et transmissible. Concrètement, dans cette année 77, quels événements se produisent pour que tu te retrouves dans une autre voiture alors que, comme tu disais, tu es réserviste? Parce que les moteurs Porsche indestructibles, n'ayant jamais eu une rupture d'une bielle au son milieu, n'étaient jamais arrivés avant. Donc, nous avons dû abandonner. Et l'autre voiture, elle avait eu des problèmes au départ. Et elle était 41e à, je sais pas, 8 tours, 9 tours. C'était une course. Voilà, il y a aussi les courses que vous devriez gagner, dans la théorie, et puis il y a celles que vous ne devriez pas gagner et que vous gagnez quand même. C'est pour ça qu'il ne faut jamais capituler. Il faut toujours rester zen et y aller. Et c'est ce qui est arrivé en 77. Mais se transcender, j'ai plusieurs événements comme ça dans ma vie, mais c'est vrai que c'est pas courant. Il y a des choses qui vous réussissent, ou plutôt vous êtes convaincu que rien ne vous arrivera et vous pouvez y aller, et vous y allez à fond. Ça, c'est 77 avec la Porsche. Et c'est un moment vécu important. Mais tout ça est anecdotique à mon avis, parce que des détails sur les courses, j'ai fait 500, c'est encore un autre truc d'humilité. J'ai fait 500, j'ai trouvé un monsieur qui a noté 578 courses. J'aurais fait 578 courses dans ma vie, et il les a toutes répertoriées, inclus la moto, les courses de côte, les étapes du Dakar, les étapes de la Temporada, enfin de tout ce qu'on peut imaginer. Alors je dis ça à Mario Andretti, il me dit combien tu en as fait? Je dis 578. Il me dit I did 910. J'en ai fait 900. J'en ai fait 910. Je lui en parlerai quand je ferai un épisode avec lui, parce que c'est prévu. Et on a beaucoup roulé ensemble. Une saison complète, on a gagné 6 courses. Nous avons gagné 6 courses sur 10 avec la Ferrari en prototype. Oui, ça aussi, globalement, dans la culture de nous, le coéquipier dans les courses d'endurance, il joue un rôle déterminant, parce que là, il n'y a plus une question d'ego qui joue, c'est un ego partagé dans un but à poursuivre, c'est celui de gagner à 2. Parce que si on se fait une lutte fratricide, ça ne marche pas. Et dans les grandes équipes de football, quand vous avez 12 ténors dans son créneau, on n'arrive pas à faire une bonne équipe. Mais voilà, tout ça, c'est anecdotique. Parce qu'on n'a pas parlé du Dakar. On va parler du Dakar, mais juste avant, ouais. Pour clore un peu sur ce côté anecdotique, je pensais à l'année 79. Je crois que l'année 79, vous avez un problème sur une courroie, si je ne dis pas de bêtises, et il y a une histoire de sandwich. C'est ce que j'ai lu en faisant mes recherches. C'est-à-dire que la courroie casse, vous n'avez pas la pièce,
Oui, mais ça, c'est pas du tout, c'est pas une histoire de sandwich, ça, c'est une histoire dans laquelle les courroies d'injection poussent dans le gazon le long de la ligne droite d'une audière. Ah, Ce n'est pas du tout la même chose. d'accord, d'accord. C'était un élevage. Mais oui, c'est ça la prévoyance en course automobile, c'est qu'on peut aussi faire grandir des courroies d'injection dans le gazon le long des rails en face du restaurant de Génicel. Ah oui, non, mais ça, des anecdotes comme celle-là, il y en a beaucoup. Mais l'idée, c'est pas vu, pas pris, hein, quand même. C'était quoi? C'était une petite histoire. Évidemment, on ne racontera pas toutes les anecdotes, qu'il y en a beaucoup trop. Mais... Non, l'histoire, simplement, c'est que j'étais en panne avec une courroie d'injection cassée, que on a nourri l'espoir on a nourri l'espoir qu'on en trouverait une dans la pelouse à côté, et tout à coup, par miracle, il suffit d'implorer le ciel et les pièces manquantes arrivent. C'est comme les cloches de Pâques, hein, qui amènent le chocolat. On les attend quand elles reviennent de Rome, on les voit passer, ben, tout à coup, clac, poum. Voilà que la nuit, en plus, arrive une courroie d'injection. Pas extraordinaire. Évidemment, on pourrait parler de tous tes titres, toutes tes victoires en endurance, parce que ça a duré quelques années. Comment se fait la transition, justement, vers la période Dakar, qui est, j'ai envie de dire, presque quand tu en parles, j'ai l'impression le jubilé de tout ce que tu as pu apprendre, de toutes ces années de course, et une nouvelle expérience, un nouveau challenge. Le nouveau challenge. Je pense que chacun a son temps. Comme je l'ai dit, monter, c'est raisonnablement facile. Être à haut niveau, il faut se maintenir, et la descente est nettement plus glissante. Quand je dis qu'on a son temps, peut-être que l'avantage que j'ai eu aussi, c'est d'être très réaliste avec mes motivations et l'usure du temps, que ce soit intellectuel ou physique. J'ai su naviguer dans beaucoup de disciplines parce que, avec l'acceptation de savoir exactement ce que je valais, ou après avoir essayé de rétablir des situations compliquées, j'ai essayé de partir avant d'être... Il faut partir avant d'être chassé. En fait, ça fait toute la différence. Mais je dois reconnaître que les 12 années de Dakar ont agrandi ma vision de l'existence, de la vie, des humains, parce que, en dehors d'être une course exceptionnelle qui a fait battre le cœur de la France entière dans les belles années de Thierry Sabine et quelques années qui ont suivi, et qui existent toujours aujourd'hui et qui restent, même si c'est différent, reste un vrai challenge dans la découverte de soi, dans lequel il est très compliqué de tricher. Vous êtes face avec vos propres défauts, vos propres difficultés, dans un environnement qui n'est pas un environnement facile. Donc, les Dakar originels de Thierry Sabine, où la France entière se trouvait le long de la Nationale 20, en rêvant à ceux qui avaient la chance de partir, avec des reportages magnifiques pour montrer la vie d'autres gens sur un autre continent, ont été particulièrement suivis. Mais en ce qui me concerne, c'est justement la découverte d'autres vies, d'autres difficultés, la notion dans ces pays de solidarité, de grande
de grande pauvreté, mais à la fois avec d'énormes décisions de partage familial et autres. Vous passez d'un horizon de celui basique d'essayer de gagner, c'est-à-dire un horizon étroit, et tout à coup vous passez à 180 degrés. Donc moi, en ce qui me concerne, le Dakar m'a ouvert les yeux sur les choses de la vie, sur les gens, et le respect infini qu'on doit leur apporter, quelle que soit leur situation. Tu gardes quel souvenir de tes traversées du Ténéré, notamment avec Mohamed Iqsa, qui était le pisteur du Dakar à l'époque? Mohamed Iqsa et Mano Dayak étaient les deux entités du Dakar à l'époque pour tracer les routes dans le désert du Ténéré entre la Libye et les autres pays africains, Mauritanie. Des grands hommes. Il y a des grands hommes partout, mais il y a surtout une population merveilleuse de gens qui vivent des quotidiens compliqués avec le sourire. Ça, je dois dire que le plus grand, c'est la meilleure époque de ma vie. Vraiment. Alors que ça peut paraître paradoxal, hein? Mais oui, c'est incroyablement enrichissant. Et ça, c'est mon bonheur actuel. D'un point de vue sportif, comment s'est construit le projet Dakar jusqu'à la victoire, évidemment, avec l'acteur Claude Brasseur chez Mercedes? C'est l'histoire d'une amitié, et de nouveau du timing, du hasard qui fait que nous nous trouvons ensemble en 1980 à regarder les reportages sur le Dakar à la télévision, de se trouver l'un et l'autre démunis en termes de qualité ou d'expérience qui se présentent à nous, c'est d'être là et de dire, tiens, est-ce qu'on tenterait pas de le faire ensemble? Moi, je n'ai qu'une expérience de tout-terrain qui date de 20 ans avant de la moto. Lui, c'est le comédien, il sait ce que c'est de devenir... Non, il ne sait pas encore ce que c'est de devenir navigateur. Il va prendre les rudiments de son métier chez Jean Todt, qui est un copilote encore à l'époque de Guy Fréquelin. Bref, on part de zéro tous les deux et on part dans un autre univers de celui qui fait rêver la France entière quand on regarde les images à la télévision. Donc, on nous met à disposition une Citroën pour la première expérience, une Mercedes pour la seconde et la troisième, puis après on peut parler de cette voiture mythique qui est la voiture, la 911 du Dakar, la première, puis la 959 qui est une version évoluée dans laquelle, pour le bonheur de Porsche, René Metz, que j'aime citer, qui a rendu ces voitures iconiques. Certes, j'étais au début de ce projet parce que chez Porsche, on me regardait faire le Dakar. Autre exemple de liberté, vous pouvez être dans un autre domaine. Je pouvais faire le Dakar. Je suis revenu avec la pensée qu'on pouvait prendre une 911 et faire une voiture, la seule voiture de sport, faire une voiture de tout-terrain. On m'a dit oui, j'ai engagé les voitures, eux ont fait Porsche a fait les autos. C'est devenu l'histoire iconique de Porsche dans le Dakar. Mais le maître d'œuvre dans la finale qui a rendu ça légendaire, c'est René Metz, par exemple. René Metz a fait 2 fois premier, c'est-à-dire 3 tentatives, 2 réussites, et ce qui explique la présence de la fameuse série limitée de 2500 voitures dans lequel
qui fait rêver tout le monde. J'ai eu la chance de voir une des 959 qui a été engagée sur le Dakar de mes propres yeux. Je tairai l'endroit où je l'ai vue parce que je crois que c'est un peu secret. Ah bon? Mais c'est une auto absolument fantastique. Oui, ben, c'est-à-dire que le Dakar permettait encore de rouler avec une voiture avec des suspensions modifiées et tout ça. René Metz est monté à 230 km/h avec cette voiture. Je dois reconnaître qu'humblement, moi, je me suis arrêté à 210, ce qui est déjà considérablement vite. Sur des terrains comme ça, oui. Mais surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que quand on est venu avec ce projet la première année, personne n'aurait mis 1 franc sur la réussite de ce projet. Et ce projet, on dit, ah oui, c'est une voiture d'usine et tout, et tout, et tout. 3 voitures, une voiture d'assistante, 2 camions, 18 personnes au total. On est loin des 130 d'une équipe comme Audi dans les derniers Dakar, par exemple. Mais c'est plein d'humanité, plein de solidarité, plein d'entraide entre concurrents, entre motards, autos. C'est une belle expression de sport qui a fait découvrir d'autres pays, qui a fait découvrir, bien sûr, la chose irréalisable de la course en Afrique de l'Ouest aujourd'hui, parce que géopolitiquement, ce n'est plus possible. Mais il y a eu, l'Amérique du Sud, l'Argentine, la Bolivie, tout ça, on a découvert d'autres horizons. Maintenant, on est en Arabie saoudite. La philosophie, les pensées du Dakar restent les mêmes pour les concurrents. C'est aussi découvrir un univers dans lequel on vous envoie des messages formatés en Occident. Quand vous allez sur le terrain, c'est différent. Ce sont des pays avec des traditions différentes, avec des histoires différentes. Chacun avance à sa vitesse, mais ce qui est extraordinaire, c'est de voir le pays qui change d'année en année à une vitesse météoritique. Voilà, c'est la découverte du monde, c'est la découverte de l'histoire de notre terre, quelque part. C'est la découverte d'espaces inhospitaliers qui sont les grands déserts du Quarter. C'est la réflexion dans le temps. On regardait les étoiles. C'était juste magnifique parce que dormir dans le désert, on dormait dans des sacs de couchage, on regardait le ciel. 10 000 étoiles, alors que chez nous, on en voit à peine 3 000. Et alors, on se sent infiniment petit. Infiniment petit. Et ça, c'est la partie probablement la plus... On redescend sur Terre et on sait que la trajectoire des humains est courte et que chaque instant vaut la peine d'être vécu, mais surtout d'avoir un regard sur les autres. Parmi les souvenirs que tu as du Dakar, est-ce que si je te parle d'une tempête magnétique avec Thierry Sabine, ça t'évoque quelque chose? Il y a eu des tempêtes magnétiques ou non, ou des tempêtes de sable ou non. On marche d'abord. On marche au compas à cette époque-là et à vue. Donc, c'est sûr que si vous partez sur un espace dont le minerai est plus important, vous avez des différences de compas et de trajectoire dont il faut tenir compte. Après ça, s'il y a une tempête de sable, clairement, tout ce qui est visuel n'existe plus. Mais le nombre d'étapes, je pense que Thierry a... Il faut que vous sachiez que si on me parle de Thierry Sabine, il n'y a pas une semaine sans encore aujourd'hui, sans que je ne pense à lui et au bonheur qu'il a offert à tous ceux qui ont suivi son épreuve et à tous ceux qui y ont participé.
personne n'est resté indifférent à cette époque-là. Et j'aime croire qu'aujourd'hui, c'est encore comme ça, dans un contexte différent. C'est vrai que ce soit encore comme ça. Mais nous avons fait beaucoup d'étapes où je suis sûr que même lui n'était pas sûr de pouvoir y arriver. Et on était très heureux de montrer qu'on pouvait le faire et qu'on y était arrivé malgré les difficultés. C'est pour ça, dans la recherche de soi, c'est bien. Quand vous devez ensabler, vous désensabler. C'est pas évident que votre environnement n'est pas favorable. Et quand vous évoquez Mohamed Iqsa, qui a un véhicule, qui a un Orange qui fait 300 000 km à l'époque et dont le moteur marche peut-être encore sur 7 cylindres, il peut aller d'un point à l'autre du désert sans GPS. Vous dites, je veux aller à Bilma en passant par les chemins extérieurs. Il tombe dessus, il y a des choses que vous ne pourrez jamais acquérir, qui sont des choses innées chez ces gens-là, mais c'est juste magnifique. C'est juste magnifique. Et je suis content que ce Dakar continue à exister à travers le temps. Et j'espère aussi pouvoir passer peut-être mon anniversaire, 1er janvier, et d'aller repasser des nuits dans le désert. Tu gardes quel souvenir de ta victoire en 83 avec Claude Brasseur? Claude. On est passé par les collages, il a fallu apprendre. Il a fallu faire plein d'erreurs avant de comprendre comment ça se passait. De se tromper de route, de se tromper de cap, de se tromper de point de repère, moi, de rouler trop vite, de crever trop vite, de m'ensabler surtout. Mais c'était un aboutissement. C'était vraiment un aboutissement. Et ça tombait à point nommé parce que c'est ce que j'appelle le troisième souffle. C'était juste parfait pour moi, juste merveilleux. Je crois savoir que vous gagnez aussi À être connu. Grâce à un certain Olivier qui vous aide dans une des dernières étapes où je crois que vous cassez une pièce que vous n'avez pas en fait la possibilité de réparer vous directement, et lui étant dans la même voiture, donc un Classe G, arrive derrière et vous dépanne. On arrive à terminer l'étape, mais on répare effectivement pendant la nuit. Nous, on va dormir et le matin, tout est remis en ordre. Oui, c'est vrai. Il y a indiscutablement une solidarité. Mais je ne sais plus qui est Olivier. Mais je crois que tu l'as rencontré il y a quelques temps. Tu l'as revu des années après chez Chopard, je crois. Ça, c'est rigolo, ça. Mm-hmm. C'est ton ami Béranger qui... C'est Benjamin qui m'a soufflé cette histoire. Il m'a soufflé cette histoire, tout à fait. Pour rester dans les histoires du Dakar, tu sais, il y a une année, j'ai eu Harry Vatanen sur ce podcast, qui racontait l'histoire évidemment de son côté. Mais en 89, donc Jean Todt s'occupe de Peugeot Sport. Vous êtes tous les deux les pilotes sur le Dakar. Et il décide, tu me raconteras ta version, il décide que la victoire va se jouer au pile ou face. Malheureusement, tu perds à ce jeu-là. Quel est ton état d'esprit Il y a... quand tu t'associes à une marque, en l'occurrence Peugeot, c'est l'intérêt général qui compte. Quand tu as deux adversaires qui sont tous les deux en mesure de gagner l'épreuve et qu'on estime que c'est une compétition qui n'est pas nécessaire dans l'intérêt de la marque,
L'intention de Jean Todt, elle est celle de préserver la notion, dans un rallye qui n'est pas encore fini, la notion de 1 et 2. Le choix du pile ou face, généralement, j'ai plutôt de la chance, j'ai trouvé ça une solution pas mal, parce que d'autant plus que j'étais en tête à l'époque. Je me suis dit, ça va bien me réussir, d'habitude j'ai de la réussite. Seul problème, je n'en ai pas eu. Je n'en ai pas eu de réussite. Et donc, il a été décidé que ce serait Harry qui gagnerait le rallye. La seule chose, c'est qu'on s'est rendu compte que pour un constructeur, un parcours arrangé n'est pas forcément très séduisant pour son public. Je pense que ça n'arrivera plus jamais, en tous les cas de cette manière-là. Est-ce que tu as dû t'arrêter juste avant, finalement? Je ne me suis pas arrêté. J'ai même repris la tête pour la dernière étape parce que Harry s'était trompé. Donc, dans la dernière étape, j'avais repris le leadership. Il n'avait pas pris la bonne route avec son coéquipier. Mais pour lui permettre de gagner, j'ai dû m'arrêter sur la ligne. Et je l'ai attendu, ce qui me faisait un certain plaisir. En tant que pilote, voilà, il y a des faiblesses, il y a des moments de faiblesse comme ça où on manifeste... cet ego de pilote, c'est ça? Oui, c'est exactement. Mais il y a des consignes qui doivent être respectées. Elles ne le sont pas toujours, mais c'est mieux de les respecter. Tout à l'heure, tu évoquais le fait que la course, à ton époque, n'est plus la même qu'elle l'est maintenant, à savoir qu'à l'époque, vous couriez dans toutes les conditions, et qu'il pleuve, qu'il vente, peu importe. Tu as eu une autre période de ta vie qui a été plus du côté justement de la direction de course, et je pense notamment à ce fameux GP de Monaco en 84. Donc pour refaire un petit peu l'histoire, et tu me corriges si je dis une bêtise, Alain Prost est en tête. Il y a ce tout jeune Ayrton Senna qui est encore pas un sombre inconnu, mais qui commence à se faire un trou, qui remonte sur Prost. Il pleut des cordes. Sérieux? Il pleut des cordes. Et tu décides... Hydrache. Et tu décides d'arrêter la course. À un moment où... Alors tu sauras mieux le contexte que moi, évidemment. Où c'était un moment, on va dire... important, dans le sens où Senna était vraiment en train de revenir sur Prost. Et suite à ça, tu es parti de cette partie administrative de la course. Comment ça s'est passé? C'est quoi l'histoire vraiment? L'histoire, c'est d'abord qu'effectivement, j'ai une certaine expérience dans tous les domaines de la course automobile. Ça me fait penser que j'ai participé à la renaissance du circuit de Francorchamps tel qu'il est aujourd'hui, parce que non seulement j'ai été consulté au niveau des travaux, des courbes et autres, et ensuite administrateur du circuit de Francorchamps pendant 3 années, dans les années 79, 80, 81, je pense. Ensuite, j'ai été pendant 20 ans aussi le directeur de course du Grand Prix de Monaco, à une époque où chaque Grand Prix avait son directeur de course quelque part. Heureusement, ça a changé, mais bien sûr avec des discussions. Ça, c'est la prise de conscience de la position de l'arbitre dans tous les sports et des règles sportives. C'est sûr que ça ne peut pas faire plaisir à tout le monde. Par contre, il y a quand même un avantage dans cet exposé, c'est que on peut difficilement dire que je ne suis pas bon sur la pluie et que je ne peux pas connaître la difficulté de la conduite selon la densité de la pluie. Alors, ce qui est vrai, c'est que donc la course a été arrêtée et non redémarrée. Comme on n'avait pas atteint et ça c'est l'histoire après quand on fait les calculs, Alain Prost a gagné avec un demi-point, je pense, le championnat même. Je crois que c'était très serré, ouais. Ouais, un truc incroyable.
Évidemment, la motivation, c'est l'état général de la piste avec une pluie tellement soutenue que les voitures deviennent quasiment inconduisibles et sans visibilité. Donc, tout a été dit à ce sujet, mais que ça ait fait plaisir à Alain, c'est clair. Que ce n'est pas fait plaisir à Ayrton Senna qui allait gagner sa première course, c'est vrai. Mais vous avez aussi oublié de citer d'un garçon qui s'appelait Stéphane Beloff, qui allait encore plus vite que Ayrton et qui revenait encore plus vite. Mais ça, ce ne sont pas des notions d'arbitrage. L'arbitrage, c'est pouvoir traverser le temps en course automobile en survivant dans des conditions où ce soit acceptable. Et dans ce domaine, je n'ai vraiment aucun a priori. Est-ce que tu as eu l'occasion d'en reparler avec Ayrton Senna? Bien sûr, j'ai eu l'occasion parce qu'il m'est arrivé aussi de se trouver à la table princière avec lui. Et bien des années plus tard, il a compris la notion de traverser le temps et de survivre. Malheureusement, il est aussi rentré dans la légende parce que nous avons tous vécu la tragédie d'une rupture d'une pièce mécanique sur sa voiture et nous l'avons vu disparaître en direct. Ça frappe. Mais dans toute évolution, bien sûr, il y a la jeunesse où on a envie de gagner. Et puis, il y a aussi le sérieux, la passion qui était la sienne, à savoir qu'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi en course. Donc, c'est vrai que j'ai participé peut-être ou inspiré du changement de la course dans ce domaine. C'est-à-dire qu'on peut rouler sur le mouillé, mais pas dans toutes les conditions. Maintenant, tu es ambassadeur d'une marque horlogère qui est très liée à l'automobile, à savoir Chopard. En discutant évidemment avec Benjamin, puisque tu y faisais allusion tout à l'heure, il me racontait que toute cette histoire est partie finalement d'une amitié et même d'une course, en tout cas participation à une course, les Mille Emilia. Évidemment, donc je fais référence à Carl Friedrich, donc le propriétaire de Chopard, qui voulait les faire avec toi, mais pensons que tu allais être le pilote. Et ça n'a pas été le cas. Alors, on peut expliquer effectivement ce qu'est ma relation avec Chopard. La première chose, c'est de transformer une relation qui aurait pu être ponctuelle en la construisant de telle sorte que l'amitié soit et le partage du même intérêt pour l'automobile puisse exister, parce qu'en fait, ça fait peut-être c'est la 37e année que je suis un ambassadeur Chopard. Et 37 ans ne s'expliquent que par une amitié partagée à travers le temps, et aussi au fait que la notion du temps joue un rôle déterminant, ou de la mesure du temps joue un rôle déterminant en course automobile. L'action du chronographe, oui, elle est capitale. Mais l'histoire est belle parce qu'elle traverse le temps. À cet égard, oui, c'est une belle histoire, c'est une très très belle histoire dans laquelle s'investit beaucoup les horlogers et en particulier KFS, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle, pour les 1000 et dans lequel il participe à la renaissance des 1000 dès 1988, qui est une course mythique qui fait partie vraiment de la légende du sport automobile
au même titre que la Targa Florio et d'autres épreuves mythiques, oui, les 1000 milles sont aujourd'hui une manière très intéressante de faire revivre cet événement. Alors, en termes de conduite, il se fait qu'il conduit très bien et que moi, qui avais beaucoup vécu en Italie, à Modène et avec Ferrari, j'étais ravi d'être coéquipier dans une course de régularité pour découvrir les beautés de l'Italie. Et effectivement, c'est tellement bien fléché que même si on pourrait presque le faire sans roadbook. Alors oui, il y a des étages particulières où il faut le chronomètre avec précision. Au 10e, vous êtes supposé de le faire en 41 secondes, pas une de plus, pas une de moins, avec des pénalités. Donc nous avons fait ça ensemble. Mais ma réaction dans ce domaine, c'est aussi de dire quel privilège d'arriver à l'âge que j'ai en ayant cette fidélisation et ce bonheur de partager amicalement, parce qu'on dit dans la maison que je suis un membre de la famille, tellement on est liés. Et de l'autre côté aussi, d'exister, parce que je ne fais pas que ça. Je suis aussi ce qu'on appelle un brand partner pour Genesis. Genesis, qu'est-ce que c'est? C'est le groupe Hyundai Kia qui a aussi une marque de luxe qui s'appelle Genesis. Ça, en 50 ans, c'est le 3e groupe mondial automobile, en moins de 50 ans. Et Genesis est la marque donc de luxe. En 8 années, ils ont produit 1 million de voitures. Et donc, il y a... Je vais essayer de définir ce qu'ils sont et d'expliquer pourquoi les propriétaires de ces voitures deviennent des ambassadeurs de la marque. C'est en Corée, il y a une expression qui s'appelle sonnim. C'est de considérer les gens qui vous entourent comme des invités. C'est une attitude, en fait. Et cette attitude se retransmet à partir des pensées confuciennes de son fondateur sur des rapports basés sur le respect des individus, le respect de la famille, le respect de la nature, de l'environnement et ainsi de suite, qui en font une marque reconnue. Et donc, ce privilège, c'est de vivre aujourd'hui le présent. Et ça, c'est en termes de réussite ou d'existence, c'est le bonheur absolu. Tu faisais référence tout à l'heure par rapport à la période du Dakar, à ton émerveillement, je dirais, face à ce continent incroyable qu'est l'Afrique. C'est un endroit que tu fréquentes. Sur les gens, mais quand vous allez en Asie, vous pouvez avoir la même chose. Si vous allez en Corée ou si vous allez dans le nord de la Thaïlande, à Chiang Mai, ou dans le Triangle d'Or, Laos, Birmanie, c'est les gens. La capacité des gens et la force qu'ils ont pour survivre dans un environnement qui est loin d'être le nôtre. C'est pour ça que ça te tient à cœur aussi maintenant de donner du temps et même d'essayer d'améliorer les conditions de vie lorsque tu es notamment je crois que c'est au Burundi, si je dis pas de bêtises. Non, je suis... j'ai été pendant 10 ans... ce que m'a appris le Dakar, ça m'a surtout donné l'envie de retourner dans des endroits dont j'avais noté avec intérêt certaines situations dans les pays traversés. Donc j'ai refait beaucoup de voyages après. Mais oui, je parle rarement des choses que j'ai faites dans ce domaine, mais oui, j'ai beaucoup d'admiration pour les Maliens, les Burkinabés, les gens qui habitent dans la falaise d'Ogon.
les gens qui vivent dans l'Aïr au Niger et ainsi de suite. Oui, la fragilité de l'être et sa brièveté vous incite à redescendre sur Terre. Jackie, j'ai toujours une question un petit peu Ça, c'est la question pour la fin. traditionnelle. Oui. Oui. Qui va... C'était à refaire. Alors, je pense que j'aurais déjà la réponse. Mais c'est une question qui va te paraître basique, mais qui peut impliquer beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, que ce soit sur tous les plans? Je suis comblé aujourd'hui. Mais c'est sûr que le côté aléatoire de la santé et du parcours devant moi sont courts. C'est de vivre avec des gens que j'aime ou des gens que j'apprécie le moment présent. D'avoir de regrets, je n'ai aucun droit, aucun regret dans ma vie. Certes, on a des blessures qui ne se referment jamais, qui ne cicatriseront jamais, mais la vie, elle est devant nous. On continue à y aller. Je suis content de ne pas devoir attendre que le téléphone sonne. Et je voulais te remercier parce que ça fait quelque temps que je voulais faire cet épisode. Et tu m'as toujours dit que ça se ferait. Et tu as tenu parole et j'en doutais pas du tout. Et tu l'as fait, on a pu le faire dans les meilleures conditions qui soient. J'ai fait mon possible. Ouais. C'est le décor qui s'écroule. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Non, et vraiment un grand merci, Jackie. Oui. C'est plus la pensée, plus important pour moi est la pensée philosophique. Je pense que tu l'as très bien dit à travers ton parcours et à chaque fois dire qu'effectivement c'est une équipe. Il y a toujours la personne qui prend la lumière et celles qui sont en coulisses. Il y a Vincent qui me regarde. De toute façon, il a pas été de fin parce que dès que ça commence à durer. En tout cas, un grand merci, Jackie. Et je crois qu'on va devoir te libérer parce que sinon tu vas être en retard. Tu as encore un quart d'heure pour Denise. Eh bien, on va en profiter pour faire quelques photos. Voilà, il faut remercier notre ami Jean-Paul qui nous a accueillis ici, qui nous a mis à disposition tout ce lieu et tout ce décor. Merci, Jackie. Merci, Yannick.